Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Chloé Consigny, rédactrice en chef de Tétu Connect et aujourd'hui nous sommes dans les studios de Tétu pour enregistrer une émission Tétu Connect. Et je suis avec Loïc Dumoulin-Richer qui est directeur de Tétu Connect et puis Bonjour. Florent Manelli. Florent, bonjour. Bonjour. Toi, tu viens de rejoindre l'équipe Tétu Connect et tu es auteur et conférencier. Alors ensemble, on va parler d'un jour un peu spécial. On va parler de la journée du 11 octobre qui est le Coming Out Day. Et avant ça, peut-être Loïc, toi qui es directeur de Tétu Connect, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est que Tétu Connect ? Oui, bien sûr, merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Tétu Connect, c'est l'agence des diversités en entreprise. Tétu Connect est né du magazine Tétu, que vous connaissez toutes et tous. Nous, notre travail, c'est d'accompagner tout type d'organisation, donc des entreprises privées publiques, des écoles, des équipes sportives même, pour se saisir des sujets de diversité et d'inclusion de la meilleure des manières possibles avec un vrai impact. L'idée, c'est pas de mettre un petit drapeau arc-en-ciel ou de faire la petite formation qui va bien une fois dans l'année en se disant qu'on a fait le travail. C'est plutôt de se dire comment on fait pour créer un environnement où tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices peuvent être eux-mêmes et avoir une expérience la plus positive possible au sein de l'entreprise, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur éventuel handicap, leur origine, etc., etc. Donc nous, on intervient en conseil, en formation, sensibilisation, table ronde, etc. dans les entreprises et on organise des événements aussi pour célébrer, pour visibiliser toutes les diversités. Merci Loïc. Et pour faire tout ça, en fait, on a aussi un média, je me permets de le rajouter. Bien sûr. Un média, l'idée, c'est de vous donner davantage d'informations parce que les sujets inclusion et diversité ne supportent pas, je pense, l'à peu près. Et il faut vraiment aller au fond des choses. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, cette émission. L'idée, c'est de définir les mots, définir les termes. Alors, premier terme, qu'est-ce que c'est qu'un coming out ? Peut-être à toi, Florent. C'est assez simple, c'est la révélation volontaire de son identité de genre et ou de son orientation sexuelle. Et j'insiste sur volontaire parce que dans le coming out, il y a cette notion de révéler quelque chose qui fait partie de soi, mais de choisir le moment et les personnes à qui on adresse ce message. Et aussi la manière de le faire. Et donc, ça peut être dans différentes sphères, si je comprends bien le coming out. Oui, ça peut être auprès de ses amis, de sa famille, auprès de collaborateurs, de collaboratrices. Et puis, on ne fait pas un coming out qu'une seule fois, on le fait à divers moments de nos vies, peut-être parfois quotidiennement aussi, puisqu'il existe une présomption à l'hétérosexualité et on pourrait rajouter à la cis-identité aussi, puisqu'on présume donc que chaque personne que l'on rencontre est hétérosexuelle, ce qui donc nécessite d'expliquer que l'on est homosexuel, bisexuel, transgenre, auprès donc de cercles choisis. Et les personnes hétérosexuelles, effectivement, n'ont pas à faire leur coming out. Alors Loïc, pour revenir sur les mots, est-ce que tu peux nous donner la différence entre un coming out et un coming in ? Le coming in, en fait, c'est là où tout commence. C'est-à-dire que c'est la manière dont on va s'accepter, se dire à soi-même que l'on n'est pas hétérosexuel, donc que l'on est potentiellement homosexuel, bisexuel, etc. Ou sur son identité de genre, qu'on n'est pas cisgenre mais transgenre, ou non-binaire, etc. En fait, c'est vraiment la question de s'accepter et de s'aligner avec soi-même. C'est de se dire, voilà, moi, je suis un homme gay, je suis une femme lesbienne, je suis une personne transgenre, etc. etc. Donc c'est fondamental parce qu'on se le révèle à soi-même, on se le fait à soi-même avant de pouvoir éventuellement s'ouvrir à d'autres si c'est possible. Et il y a un autre mot qu'on entend, alors qu'il n'y a peut-être rien à voir, qu'il y a le mot outing. Qu'est-ce que c'est ça ? L'outing, c'est là l'extrême inverse, c'est-à-dire que c'est le fait que son orientation sexuelle ou son identité de genre soit révélée malgré soi par d'autres personnes, souvent de manière malveillante. Ça peut être aussi exempt de malveillance, c'est-à-dire que ça peut être un peu du gossip, par exemple, à la machine à café. Ah, mais tu savais pas que machin a un mari, en fait, il est gay. Bon, ça, c'est un outing, puisque la personne n'a pas choisi de vous révéler ou de révéler à la personne en question son homosexualité éventuelle. Donc, l'outing, on le rappelle, c'est non, même pour rigoler, même en gossip, même en parlant avec des copains. Ah, tu savais pas que machin. Non, en fait, c'est pas possible. Le coming out, c'est trop important pour une personne LGBTQ+. Ça doit être respecté et ça doit être fait selon ses propres termes. Donc, on l'a vu, on pourra en reparler sans doute, mais dans la pop culture, il y a eu plein d'histoires d'outing pendant longtemps. Les célébrités, et alors évidemment les anonymes, j'en parle même pas, mais les célébrités étaient souvent outées contre leur gré. Et puis, c'est une arme aussi politique, c'est une arme pour mettre la pression sur les gens qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas encore fait le choix de révéler leur identité de genre ou leur orientation sexuelle au monde.
Très clair. Et alors, on va revenir sur cette journée. Donc, il existe une journée dans le monde, c'est une journée internationale, la journée du 11 octobre, journée du coming out. Quand est-ce qu'est née cette journée? Quelle est son origine, Loïc? Alors, il faut se replacer dans l'Amérique des années 80. Ouais. L'Amérique des années 80, c'est celle de Ronald Reagan, qui est donc le président des États-Unis et qui est un personnage politique extrêmement conservateur. On va lui devoir d'ailleurs le retard considérable pris sur le sida qui commence à sévir, notamment dans la communauté LGBT+, au début des années 80. Il ne veut pas considérer que c'est un sujet de santé publique, donc ça va mettre longtemps à ce qu'on s'intéresse au sujet, aux malades, à mettre des fonds pour la recherche, pour la prévention, etc. Donc on est dans ce contexte-là. La communauté LGBTQ+, elle existe, elle a toujours existé. On l'a vu déjà dès les années 60, en 69, avec les émeutes de Stonewall, qui ont été peut-être le premier pas vers une visibilité plus grand public des communautés LGBTQ+. Dans les années 80, donc là on est en 87, pardon, à l'automne 87, il y a 200 000 personnes qui se retrouvent à Washington pour la seconde marche sur Washington. Alors la seconde marche, elle fait écho à la première, qui est celle menée par Martin Luther King en 63 pour la défense des droits civiques des personnes afro-américaines. Et bien là, en 87, les personnes LGBTQ+ se réunissent en disant en fait c'est plus possible de vivre caché, de vivre persécuté, surtout en pleine épidémie du sida où on essaye encore plus de nous faire disparaître. La maladie s'en charge malheureusement pour beaucoup d'entre nous, mais les pouvoirs publics aussi. Donc il faut se faire voir, il faut se rendre visible. Donc c'est une grosse manifestation qui a lieu. Et en fait, l'année d'après, en 88, du coup, le 11 octobre 88, c'est le premier anniversaire de cette marche. Et c'est ce qui va instituer le Coming Out Day, le National Coming Out Day d'abord aux États-Unis, et qui va s'étendre un petit peu au-delà des frontières américaines et qui va devenir encore aujourd'hui un moment où on célèbre le fait de pouvoir être soi-même, de pouvoir être visible dans le monde et de dire j'existe et j'ai ma place dans ce monde. Bien. Et alors, les années 90 qui s'en suivent marquent un vrai tournant pour les personnes LGBT. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France. Oui, alors en fait, les années 90, c'est un tournant, disons que c'est une continuité de l'existant, quoi. Loïc parlait des années 80, justement, qui ont été marquées par l'épidémie de VIH-Sida, par d'autres formes de mobilisation aussi, avec la création d'assauts et de mouvements comme ACT UP, comme AIDS en France, ou d'autres associations de lutte contre le VIH-Sida. C'est un vrai backlash, on peut dire, après une dizaine d'années d'émancipation et de lutte et de plus grande visibilité des personnes homosexuelles et lesbiennes en priorité, puisque les personnes trans le sont aussi, mais moins organisées en tout cas de cette manière-là, même si elles participent au mouvement. Et donc les années 80, voilà, c'est un peu une décennie noire, même si néanmoins il se passe quand même des choses aux États-Unis et en France, notamment en 82 avec la dépénalisation de l'homosexualité, l'émergence d'une presse homosexuelle, de commerce homosexuel qui commence aussi à fleurir dans le Marais, qui n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui évidemment dans les années 80. Et donc tout cela continue, tout cela avance dans les années 80, et c'est vrai que les années 90, il y a une plus grande visibilité des personnes homosexuelles, qui est une stratégie en fait, qui est une stratégie militante et qui est une stratégie d'organisation déjà initiée dans les années 70, avec pour message on ne retournera pas au placard, sortons des placards, plus nous sommes nombreux, et plus on fera comprendre au monde que le boulanger du coin peut être homosexuel, que ma voisine peut être lesbienne, qu'en fait on est partout, qu'on existe et qu'on a le droit d'être là. Et donc cette stratégie politique, elle est aussi absorbée par les industries du divertissement, par certains business, des boîtes de nuit, des commerces qui commencent à fleurir dans les grandes villes, en Europe et aux États-Unis. Et les industries du divertissement, c'est pas une surprise que je vais dire, mais un fort pouvoir sur les imaginaires, sur les représentations, sur la vulgarisation aussi de certaines identités, certains concepts. Et jusqu'au milieu des années 90, au milieu des années 90, il y a notamment une couverture du magazine Entertainment Weekly, qui est un grand magazine sur les industries, notamment télévisuelles et cinéma, qui parle même de gay 90s, tellement il y a d'homosexuels et de traitements de l'homosexualité qui diffèrent par rapport aux décennies précédentes. Des coming out, du coup, aussi de célébrités qui s'en suivent, et l'émergence vraiment de personnages que le public adore et qui se trouvent être homosexuels, et notamment un traitement du coming out qui évolue beaucoup, notamment avec
l'émergence et de l'explosion de la télévision, qui est un média très puissant dans les années 90. Alors, à cette période-là, est-ce que tu peux nous donner des exemples de coming out qui sont particulièrement repris et visibles? Oui, oui, il y a celui d'Elton John, par exemple, qui a quand même pas mal, qui était une énorme star de la musique et qui a fait son coming out. Celui d'Hélène DeGeneres, qui est un coming out qui a fait grand bruit parce que le personnage qu'elle interprète dans sa série fait son coming out et en même temps, elle, en tant que personnalité publique, elle fait aussi son coming out avec une couverture du Time magazine dont on parle encore aujourd'hui parce que c'était historique. Il y a petit à petit aussi des personnages qu'on voit dans des séries comme Friends par exemple, des films comme La Cage aux Folles aussi, qui sont repris aux États-Unis au théâtre et au cinéma. Dans les séries teenage aussi, un Ouais. petit peu, les Dawson, toutes ces séries-là, les Buffy. Buffy, c'est le premier baiser lesbien à la télé sur un network américain. Donc la pop culture est hyper forte aussi pour créer des images et pour être un peu précurseur là-dessus. Et puis, il y a plein d'imageries aussi codées comme homosexuelles, donc qu'on appelle queer-coded aujourd'hui, mais qui sont codées comme homosexuelles. Moi, j'avais lu quelques articles récemment sur l'histoire d'amour entre Timon et Pumba, par exemple, dans Le Roi Lion. En fait, il y a plein d'imageries comme ça qui distillent, on dirait, une espèce de romance homosexuelle ou des questions gays, en fait, dans les industries. Et ça participe à la visibilité et aussi en parallèle le mouvement LGBTQI+, qu'on n'appelle pas LGBTQI+, à l'époque, mais plutôt le mouvement gay et lesbien, s'institutionnalise aussi. Donc il y a de plus en plus d'associations, notamment en France, qui se créent. C'est l'apparition, le développement des centres LGBT, par exemple, en France. Il y a vraiment des associations qui s'institutionnalisent en France, en Europe, qui s'organisent. C'est aussi le grand boom des marches des fiertés, qu'on appelle les Gay Pride à l'époque. Il y a, voilà, parallèlement énormément de choses qui se passent et qui créent une forme d'assise aussi à un mouvement qui est fatigué de l'épidémie de VIH-Sida qui continue de sévir puisque les trithérapies n'arriveront qu'en 96. Donc on s'organise. Et puis la presse LGBT aussi prend une autre ampleur. L'émergence de Tétu en 95, après la disparition de Guépier, c'est aussi un marqueur fort d'une presse qui s'organise. Lesbia Magazine est aussi là, donc un magazine lesbien qui malheureusement est plus diffusé aujourd'hui. Donc on prend la place. Et la visibilité, c'est un mot d'ordre hyper important. Et le coming out est un outil pour accéder à cette visibilité. Et alors, plus spécifiquement en France, Loïc, est-ce que c'est un peu plus tardif, ce mouvement de visibilité? Il y a moins de personnalités, oui, dans les années 80-90 qui vont révéler leur homosexualité. Comme souvent, les femmes sont très courageuses et je pense notamment à Catherine Lara. Alors, ça peut paraître anecdotique aujourd'hui. Catherine Lara, c'était une chanteuse très connue dans les années 80. Elle existe toujours, elle performe toujours, mais elle est un peu moins sur le devant de la scène. Et à la fin des années 80, elle fait une sorte de coming out dans une émission de télé présentée par Michel Drucker, si je ne dis pas de bêtises, qui l'interroge sur ce qu'elle regarde en premier chez un homme. Et elle lui répond sa femme. Voilà, c'est une manière à la fois humoristique et détendue de faire son coming out, mais en tout cas de dire au grand public qui la regarde à ce moment dans cette émission de télé qu'elle préfère les femmes. En tout cas, qu'elle est aussi intéressée par les femmes. Donc c'est un premier marqueur que je trouve vraiment intéressant. Après, en politique, on a eu en 98 Bertrand Delanoë, qui deviendra maire de Paris en 2000 et qui, avant même de se lancer dans la campagne, va révéler son homosexualité, d'une part parce qu'il a envie de vivre ouvertement sa vie et de ne pas se cacher, et aussi sans doute pour prévenir toute action malveillante de ses opposants politiques qui pourraient se servir de son homosexualité comme d'une arme politique. Là, pour le coup, en faisant un outing. Voilà, ou en tout cas en laissant courir des rumeurs, en insinuant des choses, etc., de manière pas très élégante. Au moins là, il coupe l'herbe sous le pied de tout le monde, des médias, de ses opposants, de ses alliés aussi, en disant voilà, je suis un homme homosexuel, je me présente à la mairie de Paris, et ça l'a pas empêché de gagner. D'ailleurs, il a été élu. Alors Paris est historiquement une ville qui est ouverte, qui est plus ouverte peut-être que certaines villes de province sur ces sujets, mais ça a bien évolué encore évidemment aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, c'était quand même un risque de se lancer à l'assaut de la mairie de Paris en étant homosexuel, bien évidemment. Même si en politique, il y a toujours eu des hommes et des femmes politiques homosexuels, mais qui en revanche se cachaient. Oui, en fait, je trouve que la question de l'outing, tu parlais de Bertrand Delanoë, et il y a même des exemples dans la pop culture que tu connais, j'imagine, qui montrent qu'en fait, voilà,
la révélation d'une sexualité, de l'homosexualité ou de la bisexualité d'un individu est un moyen de pression ou de menace à l'encontre d'une personnalité publique. Mais en fait, ce que ça dit, ce que cet outing dit, c'est que faire son coming out est toujours un risque pour sa carrière, pour une personne, pour sa vie personnelle, pour sa vie professionnelle. Et en fait, ce que ça dit en fil rouge, c'est ça. C'est que finalement, l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité ne sont pas totalement acceptées au point d'en faire un moyen de pression si on se met à le révéler. Et donc, ça dit bien que le coming out, l'outing, etc., sont des stratégies politiques, militantes, ou même des manières d'être au monde qui sont la conséquence, je le disais en début d'émission, de cette supposée ou prétendue hétérosexualité à laquelle on serait tous censés appartenir. Oui, dans la pop culture, j'aime bien citer l'exemple de George Michael, qui est une des très grandes stars des années 80-90 de la musique. Donc, il était dans le groupe Wham dans les années 80, après il se lance en solo. C'était un peu un secret de polichinelle dans l'industrie qu'il était homosexuel. Il vivait même avec un homme qui est décédé au début des années 90 des suites du sida. George Michael, il va voir son homosexualité révélée au grand jour de manière assez violente. C'est-à-dire qu'il va être arrêté dans des toilettes publiques à Los Angeles alors qu'il cherchait un compagnon, on va dire, enfin en tout cas un partenaire de jeu dans les toilettes publiques qui était connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Et en fait, il va aborder une personne qui s'avère être un policier en planque, qui va l'arrêter. Et évidemment, tout ça va devenir public très rapidement. Les médias vont s'en mêler et son homosexualité va être révélée comme ça. Il a la chance d'être une très grande star, d'avoir une aura, une influence importante dans le monde de la pop culture à l'époque. Il va se réapproprier ce coming out volé en faisant une chanson qui s'appelle Outside, qui va sortir quelques mois après, donc on est en 98. Et dans cette chanson, il tourne un peu en dérision cette situation. Il en ressort par le haut et le clip même le met en scène en tant que policier dans des toilettes dont les urinoirs sont des boules à facettes. Enfin, il se réapproprie tout ce stigma pour en faire quelque chose d'un peu fun et d'un peu camp et d'un peu pop. Mais voilà, il pouvait le faire parce que aussi il avait une place dans l'industrie du divertissement qui était forte et ça n'a pas ébranlé sa carrière plus que ça. Ça l'a plutôt même servi. Donc il y en a plein. On parlait aussi tout à l'heure d'autres coming out. Celui d'Amélie Mauresmo par exemple. À la toute fin des années 90, Amélie Mauresmo, c'est une joueuse de tennis française qui gagne Roland-Garros. Peut-être même Wimbledon, j'ai un petit doute là en vous le disant, mais en tout cas, en sport, ça peut pas bah, oui, on est homosexuel, on n'est pas bon là-dessus. Elle gagne en tout cas un tournoi du Grand Chelem et c'est peut-être même l'US Open. Donc vous voyez, je suis vraiment pas sûr de moi, je vais vous dire une bêtise, mais ce qui est important, c'est que elle est lesbienne et finalement, elle choisit de le dire. Alors, elle est un peu poussée quand même à le dire, mais elle est l'une des premières sportives en activité à faire son coming out. Et ça, c'est un moment très important. Alors, elle dira plus tard dans les médias qu'elle l'a un peu regretté parce que ça a été très violent. On se souvient peut-être, pour les plus âgés, qu'elle était caricaturée dans les Guignols de l'info, donc l'émission de Canal+ satirique, en espèce de bonhomme hyper masculinisé, extrêmement musclé, avec une voix d'homme, etc. Donc, c'est très violent. C'est-à-dire qu'on l'associe à un homme parce qu'elle dit qu'elle est lesbienne. Donc, c'est transphobe aussi. Voilà, c'est transphobe, c'est lesbophobe, c'est extrêmement violent surtout. Et voilà, ça a eu forcément un impact sur elle, sur sa vie, sur ses performances. Mais en tout cas, elle a pu évoluer dans la suite de sa carrière en ayant ce poids peut-être retiré de ses épaules. Et alors, tu as mentionné Catherine Lara, là tu parles d'Amélie Mauresmo. J'ai l'impression que quand même les femmes, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être moins visibles que les hommes. Est-ce que là, on touche à un autre concept qui est celui de l'intersectionnalité ? Est-ce que tu peux Oui, en fait, c'est pas plus compliqué que de résumer ça au sexisme. Le sexisme est très fort, les femmes subissent un sexisme très fort. Si on prend des chiffres dans l'entreprise, on se rend compte qu'il y a 10 points de différence entre la part d'hommes homosexuels out et la part de femmes. C'est 46% des hommes homosexuels qui sont out en entreprise, qui sont visibles de leurs collègues, qui ont fait leur coming out. Seulement 36% des femmes le sont. Donc il y a un risque plus fort, et quand on en discute avec des femmes lesbiennes dans le monde de l'entreprise, on a la chance d'en côtoyer certaines, mais elles sont peu nombreuses, notamment dans les postes de direction, etc. Elles nous expliquent très clairement que c'est la double peine, en fait, déjà d'être, en tant que femme dans le monde professionnel, on est soumis à des discriminations potentielles, pas toutes et heureusement pas partout, bien évidemment. Néanmoins, c'est un risque. Et quand on rajoute
le fait d'être lesbienne, et c'est sans parler d'autres intersections, par exemple d'une origine, couleur de peau, religion, éventuel handicap, etc. L'intersection de toutes ces diversités fait qu'on s'ouvre à beaucoup plus de discrimination, et c'est pour ça que certaines femmes, et c'est tout à fait compréhensible, font le choix de ne pas révéler leur homosexualité pour éviter d'ajouter du malheur au monde, quoi, un petit peu. Oui, en fait, Loïc l'a très bien résumé. C'est vrai que le fait d'évoluer dans un environnement en fait, où il y a le patriarcat, le machisme sont. La société est quand même beaucoup construite autour de ça et l'entreprise est un espace qui est poreux avec le monde extérieur. Donc on reproduit aussi des choses qu'on vit et de la manière dont la société est organisée. Et les femmes donc peuvent subir le sexisme en entreprise et la lesbophobie. Et donc ça double, on dirait, enfin, je pense qu'on peut dire ça, c'est que ça double, en fait, Loïc parlait de double peine, mais ça décuple l'angoisse ou la sortie du placard, en fait, pour ne pas rater des opportunités professionnelles. Déjà que les femmes sont généralement moins payées que les hommes pour des postes équivalents, c'est rajouter aussi potentiellement des freins à cela, à leur évolution de carrière, à leur potentielle envie d'avoir des enfants aussi. Donc voilà, il y a quand même c'est pas toujours. C'est un climat qui peut ne pas être extrêmement sérénisant. En revanche, sur l'histoire du coming out, et moi j'aime bien quand on parle du coming out d'Amélie Mauresmo parce qu'on s'en souvient aussi parce qu'elle a fait la couverture d'un magazine, je crois que c'était Gala ou Paris Match, avec sa compagne de l'époque, qu'elle avait embrassée en fait sur le terrain de tennis au moment où elle a gagné. C'est comme ça qu'en fait ils ont. En fait, elle a fait son coming out public de cette manière-là. J'aime bien qu'on parle de ce coming out-là parce que c'est vrai que les coming out qui reviennent le plus souvent sont des coming out d'hommes parce qu'aussi dans les industries du divertissement, dans le sport, ce sont des compétitions sportives ou des personnalités qu'on va davantage suivre et desquelles on va attendre différentes choses. Ce sont des hommes ou des femmes, par exemple. Et alors que les mouvements lesbiens sont extrêmement structurés, organisés, elles ont été aux côtés des homosexuels pendant l'épidémie de VIH/SIDA. Il y a des groupements comme les Gouines Rouges, par exemple, qui ont été créés dans la continuité du MLF et du Front homosexuel d'action révolutionnaire dans les années 70. Avant encore, dans les années 50, aux États-Unis, il y avait les Daughters of Bilitis, qui était une asso lesbienne qui avait un magazine qui s'appelait The Ladder. Donc les lesbiennes ont toujours été là. Il y a eu des boîtes lesbiennes très connues, chez Moon, le Katmandou, plus tard le Pulp. Et donc les lesbiennes sont complètement organisées, mais c'est vrai que les industries sont assez verrouillées et donnent peut-être aussi davantage la parole aux hommes qui ont davantage de pouvoir dans les cercles associatifs, les cercles institutionnels, dans les industries aussi. Et donc c'est aussi je dirais je sais pas si c'est un devoir, mais en tout cas une solidarité aussi à avoir fortement avec aussi les femmes lesbiennes qui sont à l'intersection de discrimination. Oui, dans le monde sportif, c'est marrant parce que on a cité Amélie Mauresmo, mais en fait, aujourd'hui, il y a très peu d'hommes out dans le sport professionnel, notamment par exemple dans le football. Il n'y a aucun joueur dans le championnat français out visiblement. Pareil dans le rugby, il y en avait un qui était Jérémy Clamier-Droux qui a été extrêmement courageux aussi d'être le seul homme out dans le rugby français. C'est intéressant parce que des femmes out, il y en a pas mal, en fait, il y en a de plus en plus. On faisait pour faire écho au baiser d'Amélie Mauresmo à sa compagne à la fin des années 90. Moi, je pense à celui de Marie Patouillet. Après sa victoire aux Jeux paralympiques l'année dernière, elle a remporté une victoire en paracyclisme. Et bien, sa première action, c'est d'être allée, comme n'importe quelle personne amoureuse et en couple, d'être allée embrasser sa femme, qui la soutenait au premier rang de la piste. Et donc ce moment, il a été très marquant parce que Marie Patouillet, c'est une championne olympique, paralympique. C'est quelqu'un en plus de très engagé, qui est assez passionnante. Voilà, et dans les combats pour la visibilité lesbienne, elle est très présente. Et donc ce moment, il fait écho à celui d'Amélie Mauresmo. Il était en direct à la télé, sur France Télévisions, devant des millions de téléspectateurs. On pense aussi par exemple à Astrid Guyard, escrimeuse médaillée à Tokyo en 2001.
2001. Ou à Amandine Bouchard, qui est judokate. Elles ont fait aussi leur coming out dans un documentaire de Canal+, il y a quelques années. À la fin, bon, les hommes ne sont pas en reste, mais jamais dans les grandes disciplines, en fait. Dans les grandes disciplines très populaires, vous n'avez pas de tennisman, vous n'avez pas de footballeur, vous n'avez pas de rugbyman, basketteur, pas à ma connaissance non plus chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu différent. On a Dimitri Pavadé chez les hommes qui a fait son coming out aussi à la fin des Jeux paralympiques. C'est un athlète paralympique aussi. Mais ça reste assez circonscrit. Mais ceci dit, dans le sport, c'est une statistique qui n'a aucune valeur officielle, mais que je trouve assez rigolote. Si les personnes LGBTQI+, représentaient une nation, eh bien, en termes de médailles l'année dernière, au JO de Paris, elles auraient été la 6e nation, voilà, en termes de médailles. Donc, les personnes LGBT existent dans tous les environnements, qu'ils soient corporate, qu'ils soient sportifs, évidemment culturels, peu importe, mais le coût de la visibilité n'est pas le même. Et moi, je le vois beaucoup, on intervient beaucoup dans le monde du rugby. Aujourd'hui, il semble très difficile pour un rugbyman professionnel en France d'être visible, d'être out, parce que les pressions et l'homophobie internalisée et la violence qui peut aussi émaner de certains face à l'homosexualité rend encore les choses très très difficiles. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de visibilité, on a besoin d'avoir des rôles modèles, des sportifs, des acteurs, des artistes, des chefs d'entreprise, des politiques, etc., qui montrent un peu l'exemple, qui disent c'est possible et vous pouvez suivre ma voie. Mais c'est pas toujours possible pour certaines personnes d'être en sécurité en étant out. Et puis, la visibilité, c'est encore une fois, c'est un outil, ça peut pas tout. Et donc, quand Jérémy Clamièdrou fait son coming out, c'est courageux, c'est inspirant, c'est beau aussi, c'est hyper émouvant dans ce documentaire, et puis de l'entendre en parler. Mais la visibilité seule ne peut pas tout. Il faut que tout avance de concert. Les progrès législatifs, les progrès dans les médias, dans la médecine, que tout le monde s'empare de ces questions-là et que tout cela avance, parce que la visibilité dans un espace ou dans un contexte LGBTQI-phobe, c'est dangereux. Et ça met les personnes concernées en dangerosité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure sur la définition du coming out, que c'est quelque chose de volontaire. Moi, je ne demanderais jamais à un jeune LGBT de faire son coming out dans une famille qu'il sait être profondément LGBTQI-phobe, parce que c'est se mettre profondément en danger. Donc, pour moi, tout ça doit avancer ensemble, et puis surtout on doit interroger aussi les structures dans lesquelles on évolue. Loïc parlait justement du rugby, mais souvent les sports collectifs masculins, ce sont des ambiances où les codes de langage, les codes communicationnels sont extrêmement tournés autour de la virilité, d'une forme de masculinité aussi hégémonique, avec certains excès, notamment avec le public aussi. Donc il y a toute une ambiance comme ça qui ne permet pas d'exprimer son homosexualité sereinement, et ne permet pas non plus à une équipe, un public, une fédération sportive potentiellement de l'accueillir aussi sereinement et d'accompagner la personne. Donc c'est aussi une mise en danger pour sa carrière, mais aussi potentiellement pour soi, parce que quand on se retrouve sur un terrain ou dans un public parce qu'il y a une espèce d'effervescence virile comme ça, et avec des chants homophobes qui sont proférés, ça peut être dangereux pour soi. Et même j'imagine dans la 2025, là, si on fait le bilan depuis la naissance de la journée du coming out, finalement, 2025, c'est pas forcément plus simple de faire son coming out. Mais non, mais ça ne le sera jamais tant qu'il n'y aura pas des changements sociétaux profonds et que l'homosexualité ne sera pas vue comme une anomalie ou une différence particulière. Et on rappelle aussi que c'est toujours dangereux de faire son coming out. L'année dernière, en France, il y a eu 4800 infractions LGBTQI-phobes qui ont été recensées par la justice. Alors, c'est à peine 5% de la réalité, puisque on se rend compte que les personnes victimes portent très rarement plainte. Donc là, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc ils sont assez inattaquables. Mais ça montre... Et en plus, ils sont en augmentation. Versus l'année précédente, c'est plus 5%. Donc ça, c'est un climat qui ne donne pas envie, je pense, à nombre de personnes qui se sentent vulnérables d'être visibles, parce que le risque de se faire agresser dans la rue, discriminer au travail, discriminer dans la médecine, ou quand on recherche un logement, etc., existe encore aujourd'hui en France en 2025. Et on a la chance immense en France d'avoir un arsenal législatif qui au moins existe. L'homophobie comme le sexisme, comme le racisme, comme l'antisémitisme, etc., la transphobie sont punis par la loi. Il y a des textes de loi, il y a des amendes et des peines de prison qui sont prononçables, mais
C'est rare qu'on arrive jusque-là, malheureusement, pour les auteurs de LGBTQ-phobie. Mais malgré ça, en France, ça reste potentiellement problématique ou dangereux d'être out. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais... Il n'y a pas d'injonction à être out, à être visible. Comme le disait Florent, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire son coming out. C'est trop personnel. Et puis ça prend en compte beaucoup de facteurs qui ne sont pas toujours dépendants de nous-mêmes, qui font que parfois c'est pas possible. On l'a parlé dans la famille, quand on est dans un environnement familial qui est potentiellement très homophobe, on va pas s'amuser à prendre le risque d'être mis à la rue, d'être chassé, d'être violenté, etc. Bien sûr. Et la Fondation Le Refuge existe toujours, preuve qu'il y a toujours besoin. Oui, et elle reçoit tous les ans plus d'appels, plus de demandes. Donc le Refuge, c'est une fondation qui recueille, qui accompagne les jeunes LGBTQI+, qui sont mis à la rue par leur famille et qui sont souvent dans des situations de grande précarité. Et donc, le fait même que le refuge existe et soit de plus en plus sollicité ne nous incite pas à un grand optimisme. Mais bon, c'est aussi notre travail à toutes et tous et dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on fait ça aussi chez TTU Connect. L'entreprise est un lieu qui doit être le plus inclusif possible, le plus ouvert, parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans l'entreprise, enfin en tout cas au travail, on passe peut-être, on va dire, 7, 8, 9 heures par jour pour certains. Si au moins cet environnement-là est safe, on peut être soi-même, on peut venir en n'ayant pas peur d'être discriminé, d'être violenté, d'être insulté, d'être mis sur le côté, etc. C'est déjà 7, 8 ou 9 heures dans sa journée où on ne subit pas de LGBT-phobie. Parce qu'on peut en subir à la maison, on peut en subir dans la rue, on peut en subir dans les espaces publics, dans les transports, etc. Et donc, c'est un enjeu qui nous concerne toutes et tous. Sur l'entreprise, là, j'ai les chiffres. Tu fais chaque année une étude avec BCG. Il y a moins de la moitié, 48% des personnes qui disent être visibles, out, auprès de tous leurs collègues en entreprise. On est à un recul de 6 points par rapport à 2018. Donc, en fait, les choses... l'entreprise devient moins un safe place qu'avant, et encore, moins de la moitié, c'est quand même pas la majorité. Non, cette baisse de 6 points, elle est inquiétante, parce qu'on faisait que progresser jusque-là, et là, pour la première fois, on note un recul. Et ça, c'est pas du tout rassurant. Ça va aussi avec l'état du monde. Très franchement, c'est pas rassurant aujourd'hui quand on voit la montée et l'écho des propos LGBT-phobes, des propos réactionnaires, misogynes, sexistes, etc. Ça va avec, en fait. Les gens vont se replier aussi, vont se dire, en fait, c'est pas safe pour moi d'être out. Peut-être que dans mon entreprise, alors on a pu voir ces derniers mois des entreprises qui ont carrément vraiment fermé le robinet sur tous les sujets, d'inclusion et diversité, notamment LGBT. Donc quand on se dit, ma boîte, en fait, n'ose plus parler de ces sujets, a décidé que c'était plus un sujet qu'il était possible d'aborder dans l'entreprise, je vais pas m'amuser à me révéler, puisque c'est un risque pour moi, potentiellement. Donc évidemment, cette baisse conséquente, 6 points, c'est pas rien, elle est inquiétante. Et je crois que dans cette étude, il y a aussi en complément un chiffre qui dit qu'une part plus importante de personnes LGBT considèrent que l'orientation affective et sexuelle est un sujet privé. On le rappelle, ce n'est pas un sujet qui n'a pas sa place au travail. Être soi au travail, pouvoir être soi, c'est pas une option, en fait. Enfin, le fait de... Quand on nous dit, parfois, moi je l'entends souvent en conférence, mais pourquoi vous venez nous parler de ces sujets? Ça n'a rien à faire au travail, c'est de la vie privée. Sauf que sa vie privée, en fait, quand on est hétéro, quand on est homo, quand on est bi, on vient avec au travail. C'est-à-dire qu'on laisse pas tout dans une petite boîte à l'entrée de l'entreprise, on n'est pas dans Sévrance, on n'enferme pas qui on est. On arrive avec qui l'on est. Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on est en couple? Avec qui on est parti en vacances? Est-ce qu'on s'occupe d'un proche ou d'une proche malade éventuellement? Toutes ces questions-là, elles sont privées, mais elles ont leur place au travail, puisque l'entreprise va pouvoir être un relais. Par exemple, si vous attendez un enfant, vous allez avoir un congé maternité ou paternité, en tout cas pour la parentalité. Donc, si vous ne révélez pas une partie de vous-même, mais vous allez déjà passer à côté de droits qui vous reviennent de droit. Par exemple, si vous vous mariez, si vous dites pas votre exactement, si vous dites pas que vous mariez, vous n'êtes pas obligé de dire à qui. Mais en fait, vous n'avez pas vos jours de congé liés au mariage. Parfois, il y a des avantages, etc. Donc, cette partie de la vie privée, évidemment que c'est absurde de dire que ça ne regarde personne. En revanche, ce qui ne regarde personne au travail, c'est votre vie intime. Ça, hétéro, homo, bi ou autre, on ne vient pas avec son intimité, ce qu'on fait dans sa chambre, en l'occurrence, c'est pas des choses qu'on partage forcément au travail. Mais par contre, la vie privée, c'est un argument qui ne tient pas. On est intrinsèquement un humain et on interagit avec d'autres humains sur notre lieu de travail. Et donc, devoir se cacher, ça a un coût aussi. Quand on met en place des mécanismes mentaux
pour cacher qui l'on est, pour cacher une partie de qui l'on est, eh bien ça a un coût. Et ça a été évalué par une étude de l'OCDE. C'est jusqu'à 26% de ce qu'on appelle votre énergie productive qui va être utilisée pour vous cacher. Donc ça va être dans la manière dont vous interagissez avec les autres, la manière dont vous vous présentez au monde, votre créativité, votre capacité à créer du lien, etc. Tout ça, ça va être inhibé. Je prends encore l'exemple d'un sportif. Un sportif qui se cache, c'est comme s'il jouait au foot, au rugby avec un bras ou une jambe en moins. C'est quand même pas hyper efficace. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle dans l'entreprise, parce que plus les gens pourront être eux-mêmes et seront safe pour être eux-mêmes sur leur lieu de travail, plus aussi ils seront performants et ils pourront contribuer de manière plus complète à la performance de l'entreprise. Donc si on veut être extrêmement cynique, on s'arrête là. Et évidemment, la vraie question, c'est le bien-être, c'est la santé mentale et c'est la capacité de vivre une expérience la plus positive possible sur son lieu de travail, évidemment. J'ai envie de rajouter des questions. J'ai envie de vous parler d'autres choses parce qu'on a parlé des coming out, mais on a peu parlé finalement du coming out trans. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet et dans la société et dans l'entreprise. Et concrètement, qu'est-ce qui différencie un coming out trans d'un coming out homosexuel? Et est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y en a davantage de prise de parole sur ce sujet maintenant? Alors, c'est un sujet important en fait parce que on parlait tout à l'heure de chiffres et moi il y a un rapport aussi que j'aime beaucoup qui est le rapport d'SOS Homophobie qui est extrêmement fourni et qui nous donne chaque année un peu des guidelines sur l'état des questions LGBTQI+ en France de manière extrêmement précise avec des chiffres et aussi des témoignages qui recensent à travers leur ligne d'écoute, etc. Et ça fait plusieurs années qu'ils constatent quand même une hausse de la transphobie assez hallucinante, qui est corrélée avec une plus grande exposition des questions transgenres dans les médias mainstream et dans la société de manière générale, et puis une diabolisation extrêmement puissante, financée et organisée de la part de personnalités publiques comme J.K. Rowling par exemple en Angleterre, ou de présidents, de personnalités politiques aussi qui se sont saisis de la question trans pour en faire une espèce d'épouvantail politique. Et donc la transidentité, les personnes transgenres sont encore plus soumises à la précarité, aux problèmes de santé mentale, santé physique que le reste de la population, et je dirais même que le reste de la communauté LGBTQI+. Le coming out trans, il agit d'une autre manière, parce qu'en fait, quand on parle d'orientation sexuelle ou orientation affective, finalement, c'est pas quelque chose qui se voit, en tout cas de manière physique, à moins d'arborer des codes vestimentaires ou d'appartenance à une communauté, par exemple, qui peuvent être aussi forts, parce que la communauté gay a des codes esthétiques qui lui sont aussi propres. La question du coming out trans, c'est la question de la transition, en fait, qui vient souvent se poser. C'est que, et ça, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Talma Desta, qui raconte ça dans son livre La fin des monstres. Comment est-ce que, lorsqu'il a fait son coming out trans auprès de ses proches, sans avoir entamé sa transition, donc prise d'hormones, d'éventuelles opérations, le coming out est passé assez inaperçu, personne ne l'a réellement relevé, sauf que quand il a commencé sa prise d'hormones et a changé physiquement, là les réactions ont été beaucoup plus fortes. Parce qu'en fait, ses proches, et notamment sa mère, a pris conscience en fait de ce qu'était sa transidentité, de ce qu'était son fils en fait. De qui était son fils. Et donc je dirais que la différence avec la transidentité, c'est vraiment la potentielle, puisqu'on n'est pas obligé, on peut être trans sans faire prendre d'hormones, etc., explorer le genre d'autres manières, mais lorsqu'il y a prise d'hormones et un changement physique, en tout cas, est visible, là, le coming out est perçu différemment. Et sur le monde du travail, ça c'est l'étude Out at Work, donc BCGT de l'année dernière, qui focusait sur les sujets d'identité de genre. Donc tout à l'heure, on disait que 48% des personnes LGBTQ+, en moyenne, ne sont pas visibles sur leur lieu de travail. Pour les personnes trans, ça monte à 81%. Trans et non-binaires, pardon, c'était pour les deux. 81%. Les personnes transgenres, il faut quand même en prendre conscience quand on est dans la communauté LGBTQ+, et en dehors, ce sont effectivement, comme le disait Florent, la typologie de personnes dans la communauté qui sont potentiellement les plus à risque d'être rejetées, discriminées, violentées. Et c'est notre job à toutes et tous, en fait, de prendre conscience de ça et de dire que si on a la chance d'avoir une situation où on est plutôt en sécurité, d'être plutôt intégré, d'avoir beaucoup de privilèges, c'est aussi notre job
de soutenir ceux et celles qui sont plus dans la difficulté. Et dans l'entreprise, dans le monde du travail en général, c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et on peut se féliciter aussi que de plus en plus d'entreprises mettent en place de vraies actions pour accueillir, accompagner les transitions de leurs collaborateurs et collaboratrices, puisque évidemment, quand une personne entame une transition et qu'elle a un métier, ben, ça a un impact sur son job, bien évidemment. Et donc, je pense par exemple à Engie, qui a mis en place des actions très intéressantes et qui sont parties d'un cas particulier d'une collaboratrice qui a transitionné, et grâce à elle et avec son concours, les équipes en interne se sont formées, bien évidemment, pour comprendre les sujets, pour être en capacité d'y répondre, et surtout pour proposer ensuite un guide à destination de tous les collaborateurs, collaboratrices et les managers pour comprendre les questions d'identité de genre et accompagner l'éventuelle transition de genre d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et donc ça, c'est des actions qui sont très concrètes et qu'aujourd'hui, quand elles se répètent dans l'entreprise, on sait comment réagir, on sait comment communiquer aux équipes, on sait les spécificités, les besoins que la personne va avoir durant sa transition, que ce soit peut-être des jours d'absence, de congé, de toutes ces questions-là, les questions liées à la mutuelle. Voilà, c'est des choses très concrètes en fait, mais qui, quand elles sont bien prises en main par l'entreprise, aussi peuvent largement contribuer à ce que les choses se passent bien et à ce que la personne ait une expérience la plus positive possible, bien évidemment. Et alors, on a parlé beaucoup des personnes qui font leur coming out, mais j'aimerais aussi qu'on parle des personnes qui reçoivent le coming out dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses, quels conseils vous donneriez sur la bonne réaction, et surtout, vous pouvez peut-être me citer les pires réactions ever à un coming out, ce serait quoi? Alors moi, pour le coup, j'ai eu la chance, si on parle des expériences individuelles aussi, moi j'ai toujours la chance d'évoluer dans des environnements où il y avait des personnes homosexuelles, lesbiennes, et donc le coming out se fait très naturellement. Il y a jamais, j'ai jamais subi en tout cas de remarques homophobes, mais c'est vrai que ce qui est souvent ramené dans des contextes... ça me dérange pas. Voilà, les contextes en entreprise, j'allais te dire ça me dérange pas, ou vraiment appuyer sur oui, bon, c'est ta vie privée, ne me regarde pas. Loïc en parlait tout à l'heure, alors que le nombre d'hétérosexuels qui parlent de leur vie, de ce qu'ils ont fait le week-end avec leurs compagnes ou compagnons, leurs enfants, à la machine à café le lundi, bah, ça fait partie de la vie d'une entreprise aussi, parce qu'on ne parle pas que de travail tout le temps. Oui, je pense que les réactions un peu infantilisantes aussi peuvent être un peu dérangeantes. Moi, Non, mais en fait, je pense que le fond, c'est qu'il faut se former, il faut se sensibiliser au sujet, il faut comprendre. En fait, c'est aussi pour ça que l'entreprise a un rôle à jouer dans la sensibilisation de chacune et chacun, parce que quand on n'est pas forcément préparé à un coming out. Alors parfois, ça va être dans la sphère privée. Votre enfant fait son coming out, votre frère, votre sœur, votre parent, etc. On n'est pas forcément préparé, mais aussi souvent par méconnaissance, on peut avoir des biais, des réactions qui vont pas être la bonne sur le moment. Après, quand on en discute, quand on se pose un petit peu, généralement ça va mieux. Mais dans l'entreprise, pour moi, c'est très important que chacun soit sensibilisé au moins au minimum de ce que c'est être une personne LGBTQ+, ce que ça implique comme peut-être sujet pour la personne, et donc se sensibiliser. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi beaucoup d'ouvrages, de podcasts, de vidéos, etc., pour apprendre, pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a même des séries qui sont très bien. Je pense à Sex Education, par exemple, qui est très pédago là-dessus, sur les sujets LGBTQ+. Il y a évidemment plein d'auteurs passionnants, mais je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à faire, en fait, de se dire, une personne qui fait son coming out, c'est jamais anodin. Enfin, si elle le fait, c'est qu'elle vous fait confiance, qu'elle a besoin de partager qui elle est, et qu'elle pense qu'il y a en vous une personne qui peut comprendre et accueillir. Donc c'est aussi notre job de comprendre de quoi il s'agit. Pas de questions intrusives, évidemment. Une personne qui vous fait son coming out, elle vous donne pas un passe-droit pour poser des questions intimes et qui ne le regarde qu'elle. On pense aussi, par exemple, sur les personnes transgenres. Il y a souvent une espèce de curiosité très mal placée sur les organes génitaux. Non, mais en fait, ça ne nous regarde pas. La personne, si elle a envie de vous le partager, éventuellement, elle peut le faire. Mais c'est pas à nous, proactivement, d'aller poser des questions qui sont de l'ordre de la sphère intime et de chacun. Donc vraiment être conscient que la personne en face de vous fait un pas vers vous, se livre, se met peut-être en vulnérabilité, et donc d'accueillir ça. Et puis évidemment après
être un allié dans le monde professionnel ou en dehors, c'est évidemment quelque chose qui est génial. Tout le monde peut être un allié ou une alliée, c'est-à-dire être un allié, c'est quand on n'est pas soi-même porteur d'une diversité, mais qu'on va s'investir ou soutenir activement les personnes qui le sont. On peut être tout à fait un homme hétérosexuel et cisgenre et être un allié de la communauté LGBT. Il faut le répéter 1000 fois parce que ça, on l'observe très largement. Les hommes hétérosexuels sont les grands absents des luttes pour l'égalité pour les personnes LGBT. Donc oui, on peut être un homme hétéro et soutenir. Ça peut se faire de manière très peu visible. C'est un mot de soutien. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as envie de parler? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'accompagner sur quoi que ce soit, etc. Et puis ça peut se faire de manière plus visible. Vous êtes un dirigeant, une dirigeante ou pas, ou un manager, vous pouvez poster quelque chose le 11 octobre sur votre compte LinkedIn pour rappeler à quel point c'est important et que le coming out finalement nous concerne toutes et tous. Parce qu'en fait, je suis prêt à parier que toutes et tous, on va être un moment amené à recevoir un coming out de quelqu'un, que ce soit dans la sphère pro ou privée. Donc on peut prendre la parole, on peut être vocal, on peut être visible, mais ça tout le monde n'en est pas capable et c'est tout à fait ok. Encore une fois, c'est chacun à sa manière, mais c'est important de montrer qu'on est là, qu'on écoute. Quand quelqu'un vient vous parler de lui ou d'elle, d'être déjà une oreille attentive, c'est déjà beaucoup, et de ne pas juger évidemment. Un coming out, c'est pas quelque chose qui vous donne le droit de donner votre avis. En fait, on s'en fiche de votre avis. Ce qui est important, c'est votre écoute, votre soutien, votre bienveillance. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Donc, on invite tous les alliés et toutes les personnes concernées à prendre la parole si elles le veulent le 11 octobre. Ouais. Sachant que le 11 octobre, c'est quand même un jour témoignage, mais en fait, l'idée, c'est un jour qui est pointé, mais c'est toute l'année. Bien sûr, on ne parle pas des sujets LGBT qu'au mois de juin ou que le 11 octobre. Voilà, on peut en parler toute l'année. Il y a des occasions d'en parler toute l'année. Les journées de visibilité trans, la journée de visibilité lesbienne, le 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida, ça peut aussi être l'occasion de prendre la parole sur ces sujets. Le mois de juin, évidemment. Le 17 mai, pour la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Enfin, voilà, il y a plein de moments dans l'année. Et c'est aussi ce qu'on enjoint les entreprises à faire, c'est de ne pas attendre le mois de juin pour parler de ces sujets. Il y a plein d'occasions de le faire toute l'année. Et plus vous montrerez que c'est un sujet qui a sa place tout le temps, plus finalement les gens vont suivre le mouvement. Si c'est juste, on met un petit drapeau au mois de juin, on aura l'impression on n'a pas besoin de faire grand-chose le reste de l'année. Non, c'est évidemment pas le cas. Les personnes LGBT existent toute l'année. Et le signal est à envoyer toute l'année, que l'on est dans un endroit safe. Super. Eh ben, merci. Je vous propose partager 2 ressources. Alors, il y a bien sûr le magazine Têtu, ici. Le numéro qui vient de sortir, il est sorti mi-septembre. Ça, c'est le numéro d'automne avec Mami Wata, notre reine de France en couverture. Et puis ensuite, une deuxième ressource, et ça, c'est autopromo un peu pour Florent qui est avec nous. C'est 80 LGBT qui ont changé le monde avec des dessins très beaux et puis des détails, voilà, pour en apprendre plus. Et Florent a tout fait. Les illustrations, les textes, c'est un très très beau livre à offrir. Sans IA, puisqu'il a pu ça avant l'IA. C'est important de le préciser. Donc on vous le recommande. Et puis merci Loïc, merci Florent. Et puis lisez tetuconnect.com. Chloé publie énormément d'excellents articles avec aussi ses journalistes qui travaillent avec nous. C'est important. Toutes les semaines, des portraits, des sujets, et puis une newsletter aussi hebdomadaire. Voilà. Des ressources utiles. Et si vous êtes une entreprise et que vous ne travaillez pas encore avec Têtu Connect, c'est vers nous qu'il faut venir. Venez voir Florent, venez nous voir pour qu'on envisage ensemble les meilleures actions pour plus d'inclusion dans votre organisation. Merci à tous les deux et à bientôt. À bientôt.